Donc pour moi, il y a un moment, c'est hyper important aussi. Ok, on fait de la performance, mais est-ce qu'au prix de la performance, il faut se bousiller le corps? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le concept et je reste convaincu que même si au départ, on n'est pas forcément prévu pour faire du haut niveau, euh, autant essayer de le faire en se respectant le plus possible. Et ça, c'est juste parce que moi, de manière globale, le respect de l'être humain est vraiment une valeur très importante pour moi. Euh, Par rapport à ça, la définition d'un sportif de haut niveau, ben c'est clair, voilà, pour moi, je commence vraiment à aller chercher plus loin quand on arrive à un niveau national ou international. Je pense qu'avant, c'est de l'apprentissage et de la découverte. Euh, et donc, pour être performant, il faut être capable de faire un geste de manière efficace en fonction des contraintes liées au sport. Ça, je pense que c'est très clair. Et puis, être capable de le répéter dans le temps. Donc, le tout en étant le plus économe possible et en dépensant moins d'énergie. Donc, c'est vraiment cette notion de dépense énergétique. Alors après, on sait qu'il faut aller chercher le max ou plus que le max dans certaines pratiques sportives. J'ai aucun souci avec ça. Mais toujours, s'il y a moyen de dépenser que 120% au lieu de 150, ben, ça va se passer mieux dans le temps. Je reste archi convaincu de ça. Et puis, de temps en temps, on n'a pas le choix. Quand il faut y aller, on va au combat et on peut aller chercher un peu au-delà. Mais je pense qu'il faut essayer que ce soit le moins souvent possible. Là-dedans, moi, je connais des outils. Je pense que ce qui est hyper important dans mon rôle, c'est j'accompagne. Je ne fais pas à la place des autres. Je ne sais pas à la place des autres. Je ne sens pas à la place des autres. Donc, c'est hyper important de rester à nos places de coach, d'entraîneur, de prépa, de kiné, peu importe. On doit avoir des grandes qualités d'écoute. Je pense que pour pouvoir respecter la personne qu'on a en face de nous, c'est hyper important. Moi, je suis là pour proposer en fonction de mes connaissances et puis de jamais imposer. Je pense que quand on vient par rapport à ce qu'on connaît et qu'on vient proposer quelque chose à quelqu'un, ben, si c'est bon pour lui, il va le prendre. Si c'est pas bon pour lui, on doit pouvoir l'entendre. Et je dis, mais si on n'est pas d'accord et qu'on ne sait pas, ben, c'est quelque part, c'est peut-être le départ de mon ignorance et je vais pouvoir apprendre encore quelque chose avec une exception. Les fameux 15%, comme parlait Paul juste avant des croyances qui fonctionnent dans 100% des cas, parce que je pense que tout ça, c'est jamais que des croyances, hein, c'est des modèles théoriques qu'on construit pour pouvoir avancer. Mais les croyances qui vont dans 100% des cas, mais moi, j'en connais pas. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faut pouvoir accepter qu'il y a des limites à des modèles qu'on peut avoir. Et que si l'athlète qui est devant nous dit, bah, je suis désolé, tu me racontes un truc, moi, ça ne me parle pas, je ne ressens pas ça dans mon corps, mais il faut chercher autre chose. Et peut-être que l'outil qu'on utilise à ce moment-là n'est pas le bon, ou il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut aller chercher ailleurs. Je vous parlais de gérer l'énergie. Je pense qu'il y a de l'énergie de base, l'énergie vitale. Ben, c'est là qu'elle part en premier hein, pour le cerveau et les organes vitaux. Si ceux-là ne fonctionnent pas, ben, c'est impossible de faire le reste. Que là-dedans, il faut le gérer aussi avec l'alimentation, la récup, le ressenti des gens. Je pense que c'est hyper important. On ne peut pas parler de prépa physique si on ne parle pas de ça. Il faut entraîner le cerveau aussi dans des processus de décision, d'automatisation, de coordination, de vitesse d'exécution. On en a parlé, Paul en a un peu parlé. Il y a un moment donné, il y a un paquet de sports où la notion de temps intervient. Et donc, le but, c'est d'empêcher l'autre d'avoir le temps de s'organiser. Donc, dans le tennis, c'est très clair, c'est une contrainte qui est vraiment là. Si je m'organise très vite et que je peux renvoyer la balle plus tôt à l'autre, je vais lui empêcher d'avoir du temps de s'organiser. S'il a moins de temps pour s'organiser, il y a un moment, je l'embête et j'ai plus de chances qu'il rate son coup. Euh, Ça, c'est hyper important de s'occuper au-delà de tout ce qu'on peut raconter en prépa physique, latéralité, préf motrice, peu importe, il y a un moment, ça c'est du travail du cerveau et il ne faut pas l'oublier. Puis il y a l'énergie physique qui est au final ce qu'on travaille le plus, bosser le mouvement avec tout ce qu'on connaît. Et puis derrière, on y croit, on n'y croit pas, mais je pense que c'est très important, c'est tout le côté plus spirituel en fonction des croyances de chacun. Euh, Parfois, en fonction de l'endroit duquel on vient de la Terre, il faut peut-être pas forcément, en tout cas dans la discussion, dans la communication, il ne faut pas parler de la même manière. Et donc, toute la partie spirituelle qui amène à gérer l'émotionnel, qui a une implication énorme dans le mouvement. Donc, c'est savoir, Paul parlait en cas de stress, ce qui se passe. Souvent, en cas de stress, on a une motricité qui s'inverse, d'où l'importance de pouvoir aller bosser les opposés et de pouvoir connaître sa motricité inversée. De un, elle nous prépare,
elle nous prépare, elle nous permet de bosser plein de choses au niveau de la coordination. Mais derrière, elle nous permet aussi de savoir, oh là, quand ça se complique, si je connais ma motricité opposée, je vais aussi être capable de la gérer. Moi, je suis vraiment convaincu, on a tout en nous. Euh, on doit être capable de tout faire. Et puis, il n'y a rien à faire dans l'excellence. On vient gagner plus souvent dans ce qui nous coûte le moins d'énergie, dans notre préférence motrice, dans ce qui se fait au fait naturellement. D'où l'importance, là je suis entièrement d'accord avec ce que disait Paul, et depuis longtemps, d'où l'importance de travailler les points forts. Je dis toujours, on a quelque part, on reçoit 100 points au départ, et on va avoir 80 points pour le fort et puis 20 pour le moins fort. Si on veut que le moins fort devienne fort, est-ce qu'on va arriver à du 50-50? Mais alors, si on est 50 partout, ben, au final, on est fort nulle part. Et donc, quand on a un sportif de haut niveau, ben, peut-être qu'on passe, au lieu d'avoir 100 points, on en a 110, 120, 130 avec l'expérience, mais on n'en aura jamais 200 pour être fort partout. Il n'y a personne qui est fort partout et qui sait le répéter dans le temps. Ça n'existe pas. Et donc, il y a un moment aussi, il faut pouvoir choisir ça. Alors, voilà, une petite diapo avec des choses que vous connaissez plus générales. Je pense que de pouvoir se rappeler que la partie cognitive est aussi importante que le physique, parce que si on ne respecte pas ça, mettre quelqu'un de mauvaise humeur par de la communication, ça peut être utilisé. C'est parfois super facile, hein. On vient titiller. Si la personne est de mauvais poil, dans la motricité, ça va être très compliqué de venir mettre en place de la performance. Ça aussi, c'est des outils qui peuvent être utilisés à l'entraînement, de travailler dans le dur émotionnellement pour voir ce qu'il en est. Je pense que c'est très important. Et puis derrière, savoir qu'il n'existe pas de geste idéal par sport. Euh, on va voir en fonction d'un fonctionnement, comme disait Paul, dans la détection, on va voir qu'il y a des motricités qui sortent plus que d'autres. Si on parle, Frédéric Cliquet, là, un Belge qui bosse en France dans la gymnastique, il disait entre les gens qui associent les mouvements d'épaule et de hanches, mais dans la gym masculine, quand on arrive au-dessus de 18 ans, des fonctionnements croisés, comme disait Paul, il n'y en a plus. Parce que qu'on prenne les disciplines, la barre fixe, les barres parallèles, les anneaux, c'est toutes des disciplines où il faut du gainage de dingue, où il faut associer le haut et le bas du corps plus. Donc, quand on a des fonctionnements croisés, dans ces disciplines-là, il y a un moment où ça devient compliqué. Alors, est-ce qu'il faut dire à un gamin à 10 ans qui ne doit pas faire de gym? Très clairement, non, parce qu'il y a un moment, c'est de l'apprentissage, c'est de l'amusement et c'est du développement du gamin. Mais après, il faut être conscient qu'il y a dans ce sport-là, il y a très peu de chances qu'il y arrive. Et après, peut-être qu'un jour, il y aura une exception. Donc, derrière ça, je pense que ce qui est hyper important, il faut individualiser. Euh, J'adore ces images. Maintenant, je n'avais pas pensé qu'on aurait la colonne avec toutes les vidéos sur la droite, ce qui fait qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas très grave. Donc sur l'image de gauche, la première où j'ai entouré les pieds. Alors attends, je te coupe Olivier, nous on voit parfaitement les images, hein. Ah, parfait, c'est nickel. C'est C'est toi la moi qui. colonne, elle est mouvable, tu peux la déplacer, mais nous c'est nickel. Parfait. Ah ouais, je peux la dégager. Parfait, c'est nickel. Donc sur la première image avec les pieds, on voit là, voilà, on est juste dans une discipline qui est quand même très codifiée, qui se passe sur quelques secondes. Et on va voir que quand on regarde, il y a plusieurs manières de faire. Et donc, quand je dis qu'il n'y a pas de gestuelle identique, ici, on va juste observer des paramètres. On va regarder Bolt, qui a avec un côté, avec un pied aérien, donc la phase aérienne, un pied qui est très fort en supination. Et puis, on va voir un Poel qui est avec un pied qui est en pronation. C'est des images arrêtées, je vous garantis, je les ai regardées. À chaque fois qu'on regarde, c'est quelque chose qui se répète dans le mouvement avec deux motricités très différentes, mais qui permettent de faire la même discipline à du très haut niveau. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les deux gars ont fait des quantités de podiums, donc la discussion n'est pas sur les résultats, mais sans doute deux personnes qui s'entraînent de manière fondamentalement différente. Euh,
On voit aussi un fonctionnement directement, parce que c'est ça qu'on va parler le plus aujourd'hui, on voit un fonctionnement avec Poel qui est plus en flexion, hein, directement. On voit plus de flexion de hanche avec quelque part moins d'alignement vertical. On le voit sur l'image de droite avec des ceintures scapulaires et pelviennes qui sont moins parallèles que Bolt. Euh, alors de nouveau, ben, si on a moins de stabilité comme ça, il va falloir, entre guillemets, il y a moins d'alignement, donc il y a moins de stabilité structurelle osseuse. Donc il va falloir le stabiliser plus au niveau musculaire. Euh, et donc, quelque part, de pouvoir s'entraîner et planifier différemment par rapport à ça. Si on vient regarder la dernière, voilà, la dernière image, vous avez mis par rapport à l'alignement du tronc par rapport aux jambes. Euh, de nouveau, hein, on n'a pas un alignement qui pourrait théoriquement être parfait pour Bolt, mais en fait, on s'en fout. Au final, est-ce qu'il faut être efficace ou est-ce qu'il faut être aligné? Ça, c'est de nouveau avec les grandes croyances où on va dire il faut courir vers le haut, il faut courir ci, il faut courir ça. Il y a un moment, il faut surtout aller vers l'avant et celui qui ira le plus vite va gagner. Euh, par rapport à ça, par rapport aux compétences qu'on a tous, que ce soit au niveau moteur ou que ce soit au niveau cognitif, c'est la même chose. J'aime bien reprendre cette image qui est à la fois très con, mais qui est pour moi à la fois très puissante aussi. C'est de pouvoir juste dire, ben voilà, si on distribue nos 100 points, il n'y a pas deux personnes qui les distribuent de la même manière. Alors, on a des grandes familles qui vont être communes avec des points communs, mais quelque part, les spécificités de l'être humain font qu'on va tous distribuer de par la génétique, de par l'éducation, de par l'entraînement, on va distribuer nos préférences de manière différente au départ. Et puis après, il y a des choses qui peuvent se lisser avec l'entraînement, mais on est tous uniques, spécifiques, et il va falloir en tenir compte. Euh, Par rapport aux préférences, on avait déjà parlé la dernière fois lors de la première intervention que j'avais faite. Si vous voulez tous croiser vos mains comme ça devant vous, vous allez voir que préférentiellement, il y a un pouce qui vient se mettre au-dessus. Moi, c'est mon pouce. Quand moi, je viens le faire, c'est mon pouce gauche. Si j'écarte les mains et que je vais très vite essayer de mettre mon pouce droit devant, je sais le faire. Je vais juste constater que c'est moins naturel pour moi. Si c'est moins naturel, je dépense plus d'énergie. C'est la même chose si je viens croiser, pour vous montrer, si je viens croiser mes bras, j'ai j'ai ma main gauche et mon membre supérieur gauche qui est au-dessus. Si je repars écarté et que je dois faire l'inverse, je sais le faire, mais je vais prendre plus de temps et c'est moins naturel pour moi. Euh, Au départ, c'est juste ça, c'est du constat. Une manière plus rigolote par rapport à cette petite danseuse. Certains d'entre vous vont la voir tourner dans le sens horloger et d'autres vont la voir tourner dans le sens anti-horloger. Moi, j'ai déjà essayé. Et puis, il y a des gens qui vont arriver à la voir, à switcher et à passer de l'un à l'autre. Moi, j'ai déjà passé pas mal de temps impossible de la voir dans le sens anti-horloger. Elle tourne toujours dans le même sens. Ce qui est important ici, c'est pas de se battre pour savoir dans quel sens elle tourne, c'est de savoir qu'on n'a pas tous la même organisation dans le cerveau, d'accepter que les deux sont possibles à voir, et donc de se dire que même quand vous êtes face à quelqu'un et que moi je la vois là, pour moi ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, s'il y a quelqu'un qui me dit mais non c'est faux, ça tourne dans l'autre sens, est-ce qu'il faut se battre pendant 2 heures euh, pour savoir qui a raison ou pas? Moi je pense aujourd'hui très clairement que la réponse est non, et ça veut aussi dire, surtout avec des jeunes, parfois, quand on leur explique une consigne et qu'ils ne comprennent pas, c'est pas forcément qu'ils sont cons, c'est peut-être qu'on a mal expliqué la consigne et qu'on ne s'est pas mis à son niveau. Par rapport à ça, pour les gamins, je prends toujours le même exemple. On peut le faire avec un bout de papier et écrire le 6. Il y en a un qui voit le 6, l'autre le 9. Mais parfois, pour faire passer un message ou une consigne ou même dans la réalisation d'un exercice, hein, il suffit d'aller plutôt que de gueuler 6 très haut, ben, il suffit de faire 2 pas, on se met de l'autre côté du bout de papier, et là, en une fois, on peut voir 9. Et donc, je pense que les latéralités, les préférences, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à mieux comprendre la personne qu'on a en face de nous, et donc à pouvoir se mettre avec ses yeux, avec son regard. Là, par contre, à nous, ça va nous demander une énergie de dingue, parce que c'est plus notre fonctionnement naturel. Mais par contre, ça va permettre
d'expliquer plus facilement et surtout de faire passer un message, mais que ce soit, je le dis bien, que ce soit un message global dans la vie de tous les jours, dans votre couple, peu importe, ou avec des patients, des patients, des clients ou des athlètes à l'entraînement. Il y a un moment, l'important, c'est d'arriver à faire passer un message le plus rapidement possible. Là, on va arriver plus dans la partie vraiment préférence motrice. Il y a un bouquin de Raymond Soyer qui explique vraiment très très bien toute la biomécanique de deux marches pour la machine humaine. Alors lui il parle d'une marche qui initie le mouvement par le haut du corps et une marche qui initie le mouvement par le bas du corps. Euh, Moi, j'aime bien parler de la flexion d'un système en flexion ou d'un système en extension. Et puis aujourd'hui, dans les prefs motrices, la personne qui a vraiment le plus fait évoluer ça, c'est Cyril Gindre avec le laboratoire Volo d'Haleine, qui lui va parler de terrien pour la flexion et d'aérien pour l'extension. En fait, peu importe les systèmes, les mots qu'on utilise, je pense on parle tous de la même chose. Euh, et donc, c'est comprendre que quand on a un système en flexion, donc le système vert ici, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'aller en extension, ça veut dire que c'est ce qui nous coûte le moins d'énergie. Et donc, le système en flexion fait qu'on vient déplacer le centre de gravité plus en arrière, avec un appui plus important au niveau des talons. Et donc, du coup, on se met en action plus sur une chaîne musculaire antérieure. À l'opposé d'un système qui va être plus en extension, où là, du coup, on vient déplacer plus le centre de gravité vers l'avant, et donc on vient naturellement mettre en tension une chaîne musculaire postérieure. Après, euh, derrière ça, c'est très facile à tester, hein, si on met les gens plus en flexion, en extension, ou qu'on vient demander de déplacer le centre de gravité vers l'avant ou vers l'arrière. Derrière, on vient faire un test de gainage. Donc moi, je vous montre souvent, la personne est debout, c'est une main au bassin, une main à l'épaule, et on vient créer un cisaillement comme ça en demandant avant à la personne de gainer. Si elle est dans son fonctionnement, ça va être solide. Et je vous assure, si on est dans son opposé et que c'est fort marqué, les gens s'écroulent et sont incapables de coordonner. Et donc, c'est ça qui est à un moment pour moi très important. On a beau être le plus fort du monde, il y a un moment pour pouvoir exprimer cette force et arriver à la coordonner. On le fait naturellement dans sa préférence. Et il y a des personnes pour qui c'est excessivement difficile de le faire dans son fonctionnement opposé. Après, on peut toujours apprendre, mais comme je l'ai dit tantôt, transformer un point faible en un point fort, ça prend énormément de temps. Et dans le haut niveau, on sait qu'on n'en dispose pas forcément de beaucoup. Et donc, c'est très compliqué. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on n'a pas de temps, mais il faut travailler le plus possible les points forts. Les points faibles, il faut les bosser pour en tout cas pas se blesser et en faire de la prévention et savoir que de temps en temps, on en a besoin. Mais pour moi, ça s'arrête là. J'ai envie de vous montrer ici. Aïe, 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 ça va saccader comme avec Paul. Ça, c'est directement moins drôle. Euh, voilà, peut-être un peu moins quand même. Ah, ça Euh, marche mieux, ça marche mieux. ouais, ça marche mieux. On regarde donc un système d'un gamin en flexion ou d'une gamine plus en extension dans la marche. Normalement, elles sont en boucle et donc ça va repasser. Il y a des moments où ça coupe quand même. Et donc, on le voit très, très fort sur les jeunes enfants qui vont se mettre debout. Soit on va avoir un déséquilibre antérieur ou un déséquilibre postérieur, et il n'y a qu'un des deux systèmes qui fonctionne. Donc, bien souvent, si on va dans le système opposé, ben, le jeune enfant qui essaye de marcher, il va se casser la gueule, il se retrouve au sol, et puis il repart. Et donc, c'est juste pour voir, on voit le gamin de gauche là avec la triple flexion dans les membres inférieurs qui est hyper forte. Alors, ça part dans tous les sens, mais pour se stabiliser, c'est vraiment ce schéma-là. euh, c'est vraiment ce schéma-là qui prédomine et l'opposé dans l'extension avec une jambe qui est vraiment plus en extension, qui amène plus de rigidité. On va y revenir.
Voilà, là, je les cite parce que j'ai pris cette vidéo à Cyril parce qu'elle est juste, je trouve qu'elle est extraordinaire, où dans la course à pied, on voit à gauche une coureuse en flexion et à droite un coureur en extension. Et quand on mesure, ils ont exactement la même dépense énergétique. Et donc, c'est juste se rendre compte qu'il n'y a pas un fonctionnement qui est mieux que l'autre. On pourrait croire peut-être là même qu'il y a une course qui est plus fluide que l'autre. Pas du tout. Par contre, on va regarder un système en flexion, on voit qu'on n'a quasi pas de déplacement vertical. Donc, on va avoir un fonctionnement très concentrique qui vient pousser vers l'avant et qui amortit dans la flexion. Et puis à gauche, avec un système en extension, qui est vraiment un système euh, avec un fonctionnement plus excentrique et avec des qualités de rebond qui ne vont pas du tout être les mêmes. Et donc la gestion de l'énergie, là, au final, n'est pas la même, mais la dépense énergétique est la même. Et donc c'est juste se rendre compte, il y a eu à un moment, il fallait absolument que tout le monde passe dans la course, il fallait que tout le monde passe en avant-pied. Eh bien non, il y a pas forcément ce besoin-là et on peut très bien fonctionner très longtemps euh, avec un fonctionnement plus en flexion. C'est d'ailleurs le fonctionnement en flexion dans tous les en course à pied, en ultra endurance, c'est vraiment ce qui prédomine plus euh, que le système en extension. Après, comme toujours, chaque système va avoir à un moment sa limite, et je pense que c'est aussi très important de pouvoir s'en rendre compte. À un moment, quand on vient trop en flexion, et il suffit de se mettre debout, hein, entre accroupi et debout, mais il y a un moment, si on vient se mettre très fort en flexion, en fait, on vient détendre toutes les structures ligamentaires au niveau du membre inférieur, et donc on perd un peu sa stabilité ligamentaire, et si on n'a pas une stabilité musculaire à ce moment-là, ça va être très, très compliqué. Et je vais vous montrer après une vidéo. Où elle arrive déjà? Pardon. Et à l'inverse, donc on va vraiment avoir cette notion d'hypermobilité. Il y en a qui parlent d'instabilité quand on arrive en hyperflexion. Et à l'inverse, si on arrive en hyperextension, l'hyperextension, ben, si on vient se mettre en ouverture complète sur la pointe des pieds, on est dans un système qui est très rigide. Et donc, il y a des gens qui vont aller plus dans un système, il y a des gens qui vont aller plus dans l'autre. Et donc, de nouveau, c'est savoir qu'il y a les deux qui existent et que donc, en fonction d'une pathologie, il ne va pas falloir rééduquer de la même manière. Parce que quelqu'un, si on prend voilà, quelqu'un qui aura un problème et qui à un moment va se faire une tendinopathie au niveau du tendon d'Achille, par exemple, si la cause est trop d'extension, ben, il va falloir aller travailler de la mobilité. Mais si la cause, c'est de l'hypermobilité, ben, il va falloir aller travailler de l'extension. Et donc, une solution chez des gens qui sont en hypermobilité avec des tendinopathies d'Achille, ben, ça va être d'aller vers le saut à la corde. Alors, ça fait peur à plein de gens, mais moi, il y a plein de personnes en kiné, ben, on va les mettre au début avec un appui sur une table avec les mains, mais on va pouvoir les faire sauter. Au départ, pas du tout à haute fréquence, mais c'est en allant vers ça qu'on va y aller. Parce que si celui qui est hyper mobile, en plus, on vient commencer à détendre et à lui dire il faut étirer ton triceps, là, on va l'achever, on peut être sûr qu'on va l'achever complètement et on va mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'il nous fasse une petite fracture de stress en plus et ça va pas être dingue. Et donc, de nouveau, de savoir, il y a deux systèmes, un système en flexion, un système en extension. Je pense que dans le sport de haut niveau, Paul en touchait un mot, dès qu'au plus on va dans le haut niveau, au plus on va observer de la symétrie. Donc, la personne neutre, dans le sport de haut niveau, on en voit très peu parce que la personne neutre, c'est quelqu'un qui sait tout faire, mais qui va faire tout, mais pas forcément tout à du 200%. Et donc, au plus on va avoir un corps asymétrique en équilibre, pour moi aujourd'hui, au plus on a de possibilités pour pouvoir partir et avoir accès au haut niveau ou au très haut niveau. Je pense que c'est vraiment des notions qui sont hyper importantes. Alors ici, ça c'est un truc de dingue que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça.
J'espère que la vidéo va quand même passer. Ouais, on voit quand même un peu. Ça fait 25 ans que je bosse. Elle a failli se casser la gueule du tapis. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi hyper mobile que ça. Et regardez les chaussures qu'elle a à droite qui la foutent encore plus dedans. C'est vraiment un truc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Cette dame se prépare à marcher 30 km par jour pendant 3 mois. Et aussi bizarre que ça paraisse, ça tient. Je vous assure que là, moi, j'arrive à mes limites aussi, parce qu'au final, elle n'a pas beaucoup de soucis. Et on se dit, pour moi, quand je vois ça, il y a un moment, j'ai envie de dire, il n'y a aucune chance qu'elle le fasse. Et pourtant, aujourd'hui, elle s'entraîne beaucoup et ça passe. Et donc, voilà, quelles sont les capacités d'adaptation? Est-ce qu'elle va se blesser ou pas? J'en sais strictement rien. Mais c'est pour montrer que ça existe et que c'est très surprenant. À l'inverse, quand on voit quelqu'un qui arrive dans l'hyper extension sur la vidéo de droite, si ça ne coupe pas, on le voit alors déjà avec un tronc très redressé. Alors, je vous assure qu'en plus, dans le débat, si on parle de rigidité dans le corps, j'aime autant vous dire que pour lui faire passer un message, j'ai intérêt à avoir du scientifique derrière. Le mec, il est chercheur à l'UNIF, il est hyper analytique, il est hyper rigide dans sa tête, il est hyper rigide dans son corps. Là, c'est quelqu'un qu'on voit qui arrive avec qui est arrivé avec une pathologie au genou droit, facile à voir quand on le voit, tellement que ça bouge pas et donc tellement qu'on est en extension. Et donc, c'est quelqu'un pour solutionner et pour avancer que j'ai énormément mis en flexion. Donc, du travail de quatre pattes, du travail de ramper, vraiment du travail de mobilité en décharge, euh, plus. Euh, et le plus gros problème qu'on avait, c'était quand on venait travailler trop en flexion, c'est il perdait ses repères au niveau cognitif. Et donc, ça, très compliqué pour cette personne-là. Alors, est-ce qu'on ça avance? Alors, je ne sais pas qui m'a fait cette belle ligne jaune là qui est arrivée. Je ne sais pas comment on peut faire pour faire disparaître ça, peu importe. Ouais, c'est pas grave, c'est pas très perturbant, mais effectivement, tu as des petits dessins là. Oui, oui, je sais bien, c'est arrivé. Alors, quand on arrive, euh, quand on arrive dans tous ces systèmes, qu'ils soient en flexion ou en extension, il y a un moment, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre que ça ne fonctionne pas de la même manière. Euh, on l'a très bien vu sur les coureurs qui couraient là, au niveau de la contraction musculaire, on a la flexion en concentrique avec un ressort mou qui vient s'écraser au sol et puis qui repart, ou une contraction plus excentrique avec des contraintes plus importantes au niveau tendineux, avec un ressort dur et aligné qui rebondit. Paul en a parlé. Non seulement donc, on a un système en flexion et un système en extension qui sont les préférences globales d'une personne. Et puis derrière, à l'intérieur de sa préférence, on va avoir en fait une jambe dynamique qui, quoi qu'il arrive, est une jambe qui est plus en extension euh, et une jambe plus de force qui va être une jambe plus en flexion. Euh, et donc, de nouveau, on a tous tout, mais c'est clair que la personne qui est en extension va avoir une jambe dynamique qui va être très dynamique, qui sera plus en extension et bien souvent qui va être très dynamique en cheville. Et puis après, on peut avoir un côté, la personne qui est en flexion va avoir une jambe dynamique qui sera souvent plus dynamique en cuisse. Et donc, on a plein de contraintes comme ça. Est-ce que j'ai plus une dynamique cheville? Est-ce que j'ai plus une dynamique genou dans ma jambe mobile? Et toutes ces choses-là vont faire qu'on va pouvoir individualiser et proposer, je dis bien proposer, pas imposer, et proposer des exercices qui vont dans ce sens-là aux sportifs avec lesquels on travaille. Et puis derrière, c'est toujours la même chose. Quand on tape bien dedans, on arrive et on donne des exercices qui correspondent à la motricité de la personne. De un, ça les met de bonne humeur. De deux, ils comprennent tout de suite. De trois, ils les réalisent bien. Et de quatre, ça améliore la performance. Euh, et donc, c'est toujours la même chose. Dès qu'on vient quitter la gestuelle idéale pour arriver à la gestuelle de la personne qu'on a en face de nous,
Même si dans un sport, après on est d'accord, hein, un coup droit au tennis, comme par l'épaule, c'est un mouvement qui va de l'arrière vers l'avant, on est bien d'accord. Mais derrière ça, on peut venir individualiser et comprendre que dans la préparation, que dans la réalisation, dans la coordination, il y a plein de manières différentes de faire et que c'est en jouant sur tous ces petits facteurs-là qu'on peut en fait, dans l'entraînement, gagner énormément de temps. Parce qu'au final, pour moi, c'est ça le plus important, c'est d'aller le plus possible dans ce que la personne a le plus besoin pour pouvoir être la plus performante possible. Et donc réaliser un geste efficace en dépensant le moins d'énergie possible. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Euh, on a parlé au niveau musculaire, ici juste pour, parce qu'on en parle toujours partout, beaucoup par rapport à la godasse et par rapport aux chaussures. Est-ce que quelqu'un qui a un fonctionnement plus en supination doit avoir une chaussure en supination ou l'inverse, elle va trop en supination d'avoir une chaussure en pronation? Euh, Aujourd'hui, fort heureusement, la plupart des chaussures sont neutres. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui mettent des semelles à tout va sans très bien savoir pourquoi. Pas oublier que quand on met une semelle, ça ne va pas avoir une influence que sur le pied. C'est quand même très, très, très important à pouvoir comprendre. Et que donc, à la base, le pied, s'il fonctionne bien, il n'a pas besoin de soutien. Et si on lui donne du soutien, ben, ça va rendre le pied paresseux. Donc ça, c'est le premier truc. La plupart des semelles diminuent la contrainte au centimètre carré et donc fait que la musculature intrinsèque du pied va travailler moins et donc à terme le rendre paresseux et donc le rendre dépendant de la future semelle qui sera avec plus de correction parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est impossible autrement, sauf si on a des semelles posturaux très plates dont on peut débattre aussi. Mais non, là, le message que je veux faire passer par rapport à ça, c'est que de toute façon, si on a quelqu'un qui a un fonctionnement en supination, qu'on vient lui mettre une chaussure, on vient lui mettre une chaussure pronatrice, ça va être très compliqué pour lui de le gérer parce qu'il va devoir se battre contre ça tout le temps. Ça va lui faire exploser ses dépenses énergétiques. On a toutes les chances de partir vers une blessure. Alors après, c'est toujours le même débat. À partir de où commence la prévention et à partir de où il faut corriger quelque chose qui ne fonctionnerait plus. Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que ça, c'est encore un débat éternel par rapport aux semelles? À partir de quand il faut les mettre? C'est très, très compliqué. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin de leur supination pour fonctionner. Il y a des gens qui ont besoin de leur pronation pour fonctionner en lien direct avec cette pronation et cette supination. De nouveau, c'est Soyer qui l'explique très très bien dans son bouquin. Si on a un système en flexion, donc le coureur terrien de Volodalen, il va se passer quoi? On vient déplacer un système en flexion, on vient déplacer le centre de gravité vers l'arrière et on met en route une chaîne musculaire antérieure. OK? Pour rééquilibrer les tensions, on peut le faire avec cet axe. On le voit au milieu, hein, si on prend les fémurs en rouge par rapport au pied, si on met l'axe en position neutre, on voit où il est. Et puis dès qu'on va partir en rotation interne, la rotation interne fait qu'on postériorise l'axe et la rotation externe vient antérioriser l'axe transcoxo-fémoral. C'est hyper, hyper, hyper important. J'ai fait, euh, je m'excuse, j'ai fait ça hier soir, j'ai fait une énorme bêtise, donc on va vite inverser ça. Oula, désolé, j'ai pas relu. Allez, ça c'est quand même très important de ne pas vous laisser une bourde de cette taille-là. Allez. Ah, j'arrive plus à le remettre en. Alors, tu cliques sur le lire là ou non? Ça marche pas le petit bouton au Oui, centre là? c'est parce que j'y ai pas.
Wow, 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 wow. Je m'excuse. T'inquiète, y a pas de problème. Pourquoi il me le met en tout petit maintenant? Vous avez mon écran grand, non? Ouais, là, on voit que Fanny Gilbert a partagé une feuille de calcul. Ouais, ouais, ça c'est pas lui. Ouais. Euh... ouais, pourquoi il veut pas me le refoutre en grand? Hop, je partage tout. On y arrive. C'est bon là, vous m'avez? Ouais, c'est pas en... c'est pas en diapo comme tout à l'heure, mais bon, ça reste très lisible, t'inquiète. Ah bah voilà, parfait. Voilà, on y retourne. Je remets ça. Hop, je dégale, si vous pouvez me décaler ça. Ouais, tant pis, on va le faire comme ça. Oh, dis. Hop là, voilà. On y arrive, mille excuses. Euh, donc, si on y revient, donc on était par rapport à ça. L'extension amène la supination. Donc, on est bien sur, on part le corps qui part vers l'avant, on vient antérioriser le centre de gravité. Et donc, c'est la rotation interne des hanches qui vient postérioriser l'axe entre les deux fémurs et qui permet de se récupérer. C'est très facile à faire. Si vous vous mettez debout et qu'on vient se pencher, qu'on vient pencher un peu le haut du corps vers l'avant, mettez après vos hanches en rotation interne et vous allez voir que vous allez vous déséquilibrer et perdre l'équilibre vers l'avant. Vous serez obligé de faire un pas. La même chose, si on vient se mettre, on vient se pencher vers l'arrière et qu'on vient se mettre en rotation externe, on va se déséquilibrer encore plus. C'est très très bien expliqué dans le bouquin de Soyer. S'il y en a qui veulent partir là, qui veulent essayer de comprendre un peu plus tout ça. Euh, Derrière ça, moi, dans ma pratique professionnelle, ce qui est important à comprendre, c'est que pour moi, ce qui est hyper important, c'est dans le départ, donc que ce soit dans un échauffement, que ce soit avec un groupe ou un individuel, pour moi, ça ne change rien. Je dois aller dans ma préférence, dans ce qui me coûte le moins d'énergie, de un, pour me mettre de bonne humeur, de deux, pour me mettre dans ma motricité. C'est capital. Donc, je vais toujours commencer ma séance par quelque chose qui va dans la motricité de la personne que j'ai devant moi. Si j'ai un groupe devant moi, c'est très facile. Je vais toujours avoir plusieurs exercices. Ils doivent tous passer. Si j'ai par exemple trois exercices en flexion, trois exercices en extension. Ils doivent tous faire les 6 ateliers. Et puis derrière, je vais leur dire, vous terminez par 3 ou 4 passages dans les exercices qui vous font du bien, que vous aimez, qui vous pouvez choisir. Il n'y a plus aucune consigne. Vous retournez et donc, ce qui va faire qu'on crée un déséquilibre et que les gens vont plus aller soit dans des exercices en flexion, soit dans des exercices en extension. Le problème chez les plus jeunes, c'est que parfois on va aller, plutôt que choisir ce qui est vraiment bien pour soi, on va aller avec son copain.
Mais de nouveau, on peut en tenir compte et comme je dis toujours, individualiser, même avec des groupes et même avec des grands groupes. Moi, en hockey gazon, je l'ai fait avec des groupes de 50 seuls quand je travaillais là-dedans parce qu'il n'y avait pas de budget. Et en fait, on y arrive très, très bien en délimitant des zones. Moi, j'avais expliqué, je travaillais avec des couleurs. Les gamins savaient ce qu'on allait faire travailler d'un côté ou de l'autre. Je leur expliquais à chaque fois un petit peu de théorie. À chaque séance, il y avait 5 minutes de théorie pour un peu leur expliquer ma démarche. Et la plupart, après, il y a toujours des emmerdeurs, mais la plupart jouaient le jeu. Euh, et donc, je ne peux plus entendre aujourd'hui, ouais, mais je suis seul avec un groupe de 20 personnes, c'est pas faisable. Si, si, évidemment que c'est faisable. Et quand on a un groupe et qu'on demande un squat, mais c'est clair que quelqu'un qui a un fonctionnement en flexion va faire son squat peut-être même complet, et que quelqu'un qui est super fort en extension, le squat complet, il est juste impossible. Est-ce qu'il faut commencer à se fâcher dessus? La réponse est très clairement non. Maintenant, sauf si c'est indispensable pour la discipline. Mais de nouveau, quelle est la limite? Jusqu'où il faut aller? Est-ce que tout le monde est capable de tout faire? Et quel temps il faut y consacrer? C'est un autre débat. Mais vraiment de comprendre au départ, je me mets en route, j'active mon cerveau dans ma préférence. Derrière, je vais m'entraîner plus dans mes points forts et je fais ma prévention dans mes faiblesses en pleine conscience, en étant donc conscient que je vais dans une motricité qui est plus compliquée pour moi. Euh, et quand je dis je fais ma prévention, on peut très bien aussi dire, moi, parfois j'ai un athlète qui arrive et qui est déjà de mauvais poil, et qu'il n'y a rien qui va pour lui ce jour-là, ben je me dis, ça, c'est, hop, il faut que je change ma séance, c'est l'occasion d'aller travailler dans son opposé. Il y a déjà au niveau cognitif tout qui est fait pour, eh ben, on va enfoncer le clou et on va aller chercher ça. Après, à l'inverse, s'il arrive de mauvais poil et que moi, non, j'ai besoin aujourd'hui de travailler ses points forts, je vais faire un échauffement qui va super fort dans sa préférence. Et normalement, avec la motricité, avec la respi, avec le regard, avec plein de choses, c'est très facile de remettre quelqu'un dans la bonne humeur. Ça prend moins de 5 minutes, hein. Vraiment, parce que la motricité préférentielle met de bonne humeur. Et quand on fait réaliser des gestuels qui ont un coût énergétique énorme à une personne, en général, il n'y arrive pas trop. Les sportifs de haut niveau ils détestent ça. Et donc, on les fout dans le dur et de mauvais poil en un temps record. C'est très facile à faire. Et puis après, on voit qu'on ait des fonctionnements croisés ou homogènes pour faire le lien avec ce que disait Paul. Et c'est clair qu'un fonctionnement croisé va démarrer plus vite qu'un fonctionnement homogène. Mais de nouveau, on sait le faire avec tout le monde. Et puis derrière, et ça, je pense que c'est une notion qui est hyper importante, quoi qu'il arrive, quand on termine, c'est toujours dans la force de la personne. Et moi, j'essaye vraiment de repartir dans ce qui s'est passé le mieux dans la séance. Pour que il faut que le cerveau sorte avec une info hyper positive. Parce que le cerveau, quand les gens sortent de l'entraînement ou sortent le cabinet de rééducation, peu importe l'endroit, le cerveau, il est très con. Et la dernière chose qu'il retient, la dernière zone qui va être allumée au niveau du cerveau, et on sait que ça va super vite, ça peut switcher super vite, c'est la dernière chose qu'on a travaillé. Donc, si les dernières 5 minutes, on va dans la motricité de la personne, on le laisse aller dans sa motricité, et c'est d'ailleurs pour ça que bien souvent, il y a plein d'entraînements qui se terminent avec quelque chose de super ludique. On va faire des shots au goal, on va faire des trucs qu'ils aiment bien, et on donne plus aucune consigne. Comme ça, on les laisse s'exprimer dans leur force. C'est hyper intelligent. De un, c'est ludique, c'est sympa pour terminer une séance. Et de deux, c'est hyper important parce qu'on laisse repartir les gens dans ce qu'ils sont. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et ben voilà, voilà. Donc, comme le dit, merci à tous. Comme le disait Paul, je donnerai aussi à Seb et Steph, moi, tout ce que j'ai, je peux tout partager. Je leur donnerai aussi un mail auquel, s'il y en a qui veulent me poser des questions, je bosse aussi, mais je prends toujours le temps de répondre et d'aider les gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de plus comprendre dans ce sens-là. Donc moi, j'adore les rencontres, j'adore de partager tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire dans la vie.
Donc, j'ai pas de souci pour vous donner le plus d'aide possible en fonction de mes compétences. Merci Olivier. Avec plaisir. Ah, tiens, en parlant de partage, il y avait une question de Cédric. Apparemment, tu as fait une référence à un livre il y a à peine 2-3 minutes en arrière, là, et il n'a pas eu le temps de noter la ref. C'était aussi loin que ça? Hop. Donc, c'est le livre de Raymond Soyer et de Michel E. C'est les deux marches de la machine humaine, ou je sais pas, moi j'ai le titre qui est masqué, mais en fait, j'arrive pas à voir ma Non, non, souris. on le voit, c'est ça, ouais. Voilà. On le voit. Marche pour la machine humaine. Alors, je sais pas s'ils l'ont réédité. Aujourd'hui, il est plus sur le marché de l'occasion parce que Raymond Soyer, c'est un Belge pour l'histoire, qui est décédé il y a quelques années. Et il y a un peu des bagarres dans la succession. Donc, je pense pas que le livre soit déjà réédité. Mais par contre, il est dans toutes les bonnes bibliothèques qui travaillent sur le corps humain, dans les écoles. Il est partout. Et il est parfois trouvable d'occasion. Ok. Mais Bah, c'est dur à lire. Hein. C'est vraiment de la biomécanique pure et dure. Hein. Mais c'est ceux qui aiment ça, c'est de la bombe. ouais, c'est un livre de kiné, quoi. Enfin, moi, je trouve que la biomécanique, je trouve que c'est un livre de prépa physique aussi. Mais Ouais, c'est un livre bah, de manière, bioméca, c'est des livres que tu vois quand je vois qu'il y a un étudiant en STAPS, là, je vois écrit Alexandre, étudiant en STAPS, c'est un livre, c'est de la bioméca, c'est ce que tu vois aussi beaucoup en STAPS. Ouais. ouais, Effectivement, c'est. c'est des livres c'est des livres qui devraient être partout, quoi. Il y avait pas mal